Bon, le problème, il faut clarifier parce que c'est très très glissant ce terrain-là. J'ai cru comprendre que dans la déclaration de l'archevêque de Brazzaville et dans la déclaration du pape, on n'était pas, on peut dire, parti pour bénir deux êtres, deux individus de même De même sexe. sexe. Oui. Moi, je ne le ferai pas. Alors, nous sommes arrivés à une situation, faut-il parler d'un chaos, d'une malédiction? Je ne prendrai pas les choses dans le sens de la malédiction. Mais qui peut nous maudire au Congo? Il n'y a personne. Personne ne pourrait nous maudire parce que nous avons le potentiel nécessaire pour pouvoir travailler de manière équitable et rationnelle, de sorte que nous ayons une gestion qui tienne la route. Nous avons des hommes intelligents, nous avons des femmes intelligentes. Il suffit simplement de rassembler toutes les compétences et ensuite de définir les règles de gestion de sorte que nous puissions avancer de manière rationnelle, de manière correcte. Nous avons aujourd'hui un défaut, on peut dire, de gouvernance. Et on peut même aller plus loin, dire que nous sommes, on peut dire, à l'ère de la défiance, on peut dire politique. On a du mal aujourd'hui à croire, on peut dire à l'avenir. L'avenir est quelque peu sombre parce que nous ne savons pas où est-ce qu'on va. Alors, il faut craindre qu'une révolution se mette en route. Ça, on peut anticiper les choses pour éviter la révolution. Et Karl Marx le disait. Il faut laisser les contradictions, on peut dire, mûrir. Quand elles atteindront le point culminant, plus personne n'arrêtera la révolution, elle se clattera d'elle-même. Et Marx avait vraiment bien défini les choses. Mais pour éviter, vous voyez, qu'on s'enlise, pour éviter qu'on entre dans une révolution qui n'a pas lieu d'être, je pense qu'on peut anticiper par un dialogue, on peut anticiper en travaillant, en cherchant, on peut dire, des règles de gestion, de manière à ce qu'on puisse protéger, on peut dire, le Congo. Là où on est arrivé, il faut quand même un temps d'arrêt, prendre le temps de s'arrêter, le temps de dialoguer, de manière à ce que on puisse interroger toutes les compétences à quelque niveau que ce soit, pour donner une nouvelle chance à notre pays, à notre nation, à notre patrie. Un si beau pays qui entre dans un chaos inexplicable et inexpliqué, on peut dire que ça fait mal au cœur de voir ce que nous vivons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et merci de votre fidélité. Avec moi sur ce plateau, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, ancien vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, spécialiste en gestion des conflits et relations internationales, écrivain prolifique. Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, avec qui nous allons tenter de passer en revue l'actualité congolaise et l'actualité africaine. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, cher Christian. Merci de m'avoir associé à votre plateau. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'abbé, de votre disponibilité pour cette interview. Vous le savez certainement, le monde étant un petit village interconnecté, le Congo-Brazzaville est désormais ce pays où des travailleurs de la fonction publique, quel qu'en soit leur statut professionnel, sont devenus des mendiants, des misérables, très malheureux, démunis de tout ou presque, même de leur dignité de père ou de mère de famille. Ils accusent d'aucuns des dizaines de mois de salaire à impayés, d'autres jusqu'à 120 mois d'arriérés de salaire impayés. Ceci peut paraître comme une fiction, pourtant c'est bien la réalité que vivent les Congolais. Ainsi, des fonctionnaires congolais ne sont plus capables d'assurer la subsistance de leur famille, incapables d'assurer même un repas par jour à leur famille. Les filles doivent se prostituer, les jeunes hommes se livrent parfois au grand banditisme pour survivre. Cependant, tout le monde voit les gouvernants, les tenants du pouvoir de Brazzaville faire une course effrénée à l'enrichissement illicite, accumulant biens meubles et immeubles, organisent des fêtes, des mariages pompeux, voyagent à grands frais alors que les caisses de l'État seraient vides. Je mets ça encore entre guillemets. Voilà, en quelques mots, le tableau qu'affiche désormais le Congo-Brazzaville, un pays pourtant très riche en ressources naturelles et exploitées. Pétrole, gaz, bois, minerais, terres arables, mer, j'en passe, mais avec une population des plus pauvres de la planète.
Certains observateurs estiment que c'est plutôt une stratégie politique d'appauvrissement de la population savamment organisée par le gouvernement congolais afin de mieux soumettre le peuple congolais. Qu'en pensez-vous? Bon, il faut dire que la situation sociale est difficile au Congo-Brazzaville et plus largement en Afrique. Je pense que il faut inviter tous et toutes celles qui ont pouvoir de décision de faire l'effort de rassembler toutes les compétences nécessaires de manière à faire une analyse, on peut dire pointue, rationnelle, de sorte qu'on puisse, on peut dire, pointer les vrais problèmes et réfléchir comment apporter les amorces de solutions. C'est un travail non pas d'un seul jour, mais le travail qui s'étend sur plusieurs années, parce que la question du budget, la question de la vie sociale, la vie sociétale, exige qu'on mette en route, on peut dire, des règles de gestion pour orienter, on peut dire, le pays vers l'intérêt général et vers le bien commun. Ce qui laisse entendre que faut revoir un peu toutes les mentalités, toutes les règles, mais aussi si on vit dans un pays où il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, eh bien, on sombre et puis on s'étend, chacun fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, le moment est venu de s'asseoir, de réunir toutes les compétences qui puissent nous aider, on peut dire, à trouver, à donner une orientation, de sorte que ce pays décolle comme on vivait autrefois. Oui, mais est-ce que vous avez tout de même conscience de ce que les Congolais aujourd'hui vivent, mais dans des conditions, j'allais dire, sociales très précaires? Ben ça saute aux yeux, hein. C'est-à-dire quand on regarde les images et puis on interroge ceux qui sont, on peut dire, sur place, on finit par comprendre que la situation sociale est chaotique et difficile, on peut dire, à accepter au regard de la richesse de notre sous-sol, au regard aussi de toutes les valeurs dont nous disposons. Il n'y a pas de raison pour pouvoir expliquer cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut prendre le courage de s'asseoir et de trouver les solutions. Et ça, c'est vraiment une évidence. Merci pour votre première réponse, Monsieur l'abbé. Permettez que je fixe nos téléspectateurs que dans cette interview, nous aborderons également le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quel impact géopolitique en Afrique, des accusations de déstabilisation portées contre la France par Niamey où les agents de renseignement français et la DGSE seraient impliqués. L'Alliance des pays du Sahel, un an après, quel impact géopolitique et géosécuritaire dans la sous-région? Nous évoquerons aussi le projet de loi des finances 2025 du Congo-Brazzaville. L'austérité sur un peuple déjà meurtri de misère. Pourquoi un tel châtiment contre les Congolais? Enfin, si le temps nous le permet, bien sûr, Monsieur l'abbé, nous pourrions donc chuter par la déclaration de l'ancien ministre congolais des Finances, Mathias Nzon, qui propose un dialogue inclusif et une transition non conflictuelle, dit-il, et apaisée comme solution à la crise multidimensionnelle qui sévit au Congo-Brazzaville. Voilà, monsieur l'abbé. La situation socio-économique actuelle, on commence par là, vous l'avez déjà amorcé tout à l'heure, est très préoccupante. Les populations congolaises en majorité chrétienne, je rappelle ici que le Congo-Brazzaville, c'est plus de 80% de la population chrétienne. Et l'Église, comme on le sait, c'est l'institution qui est souvent au centre du village, pour ne pas dire le dernier rempart, le dernier espoir. Que doit donc faire ou suggérer l'Église catholique du Congo face à la situation actuelle, la crise multidimensionnelle? Bon, il faut quand même dire que depuis la conférence nationale souveraine jusqu'aujourd'hui, l'Église, par le biais de sa hiérarchie, a fait des propositions, a présenté des déclarations, a aussi fait des suggestions pour permettre à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui ont pouvoir de décision, de les amener à se ressaisir et de lire autrement les événements ou les enjeux du Congo-Brazzaville. Mais vous avez suivi avec la question des terres liées au Rwanda,
comment, on peut dire, la classe sociale congolaise s'est insurgée au plus grand nombre contre les évêques. C'était triste, c'était difficile, on peut dire, à comprendre. Mais quand on parle de l'Église, il n'y a pas que l'Église catholique. On peut aussi pointer, on peut dire, les pasteurs de l'Église protestante. Où est-ce qu'ils en sont? Les évangélistes. On les voit pas. Les églises de réveil, on appelle ça aussi église, semble-t-il. Pourquoi tout le monde ne se mettrait pas ensemble pour essayer d'analyser la situation du Congo, mais aussi, comme je viens de le dire tout à l'heure, de trouver les amorces de solutions pour sortir de cette crise, sortir de ce chaos. Quand il faut parler un peu de la situation politique du Congo, eh bien, la société congolaise a souvent regardé, souvent pointé, on peut dire l'Église catholique, parce que la question du Congo, c'est pas simplement une question qui regarde, on peut dire l'Église catholique, mais c'est une question qui regarde tous les Congolais, euh, voilà, dans sa diversité. Oui, mais monsieur l'abbé, pendant que vous dites ça, nous savons qu'à certains moments, les églises du Congo, puisque vous dites évidemment, il n'y a pas que l'église catholique, se sont retrouvées en écuménique. C'est comme ça qu'on appelle ça, C'est cela, oui. pour organiser les retraites de prière. Pourquoi? Pour les questions, évidemment, qui concernent la société, telle qu'ici on parle de la crise qui est sévère, profonde, ne se retrouverait-elle pas, évidemment, en œcuménique pour faire une déclaration commune? Bon, mais ça, c'est, vous savez que l'Église, on ne peut pas se réveiller un matin et puis prendre une décision de l'Église. Je prends le cas de l'Église catholique. Nous, prêtres, les baptisés, on se définit par rapport à une hiérarchie. Maintenant, si ceux qui sont à responsabilité, les responsables à différents niveaux, ou à ceux qui ont des responsabilités à toutes les instances, on peut dire de l'Église, catholique, protestante, évangélique, les églises de réveil, l'armée du salut, que les gens se mettent ensemble pour une déclaration commune, pourquoi pas? Ça, c'est des propositions qu'on peut faire aussi bien aux pasteurs, aux évangélistes, aux évêques, mais aussi à toute la classe sociale, mais aussi plus largement à ceux et celles, on peut dire, qui dirigent les églises au niveau de notre pays. La déclaration commune, elle peut venir, mais là encore, il faut que la classe politique actuelle accepte cette déclaration. Et on peut aller plus loin. Nous avons des sages au Congo-Brazzaville. Mais quel est leur travail aujourd'hui? Nous avons des femmes qui sont au Congo-Brazzaville. Quelle est la déclaration de ces femmes au niveau du Congo? La femme a quelque chose à dire. Les sages ont quelque chose à dire. Les instances politiques ont quelque chose à dire. Disons qu'il y a une opposition au niveau du Congo-Brazzaville, mais quelle est leur déclaration commune? On n'a encore rien vu, sachant que 2026 arrive bientôt. Quels Oui, sont, on peut mais dire, les monsieur l'abbé, mécanismes de gestion qu'on met en route oui, pour bon, ça me pouvoir rappelle travailler cette encore un question? peu, pardon de vous couper comme ça me rappelle un peu l'histoire de Canossa, ça vous dit quelque chose, où tout le monde sait que l'Église a un pouvoir. Lorsqu'on parle de l'Église, l'Église catholique a un pouvoir. Est-ce que on peut penser qu'au Congo-Brazzaville, l'Église a finalement perdu son pouvoir? On se rappellera, dans les années 2016, l'Église catholique du Congo avait, je crois, demandé l'assistance, sinon le secours des églises sœurs, en présentant bien sûr la situation du Congo qui était déjà alarmante. Et de 2016 à aujourd'hui, elle s'est fortement dégradée, mais curieusement, on a l'impression que l'Église s'est tue. C'est une rétractation, c'est ça? On ne pourra pas présenter les choses de cette manière parce que la responsabilité première de l'Église, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Au regard de cela, on peut aussi, on peut dire, pointer la question de la dignité de l'homme et de la femme. Dire que l'Église ne dit rien, l'Église n'avance pas, l'Église ne fait pas de propositions. Moi, je ne prendrai pas les choses de cette manière. L'Église parle à travers nos évêques. Mais alors, si ceux qui sont en pouvoir de décision n'accueillent pas, on peut dire, de manière rationnelle, les propositions de l'Église catholique par le biais des évêques, on ne peut pas faire autrement parce que on ne peut pas entrer en conflit avec ceux qui sont au pouvoir, avec ceux qui sont à responsabilité. C'est toujours délicat, vous voyez, quand l'Église arrive à faire des propositions et que ceux qui sont à responsabilité ou à quelque niveau que ce soit, si ceux-là et ceux-là n'accueillent pas la proposition venant, on peut dire, de l'Église, qu'est-ce que vous voulez, le mystère ne peut pas se faire. Il faut que, et ceux qui sont à responsabilité,
Et puis, nos responsables l'église soient en phase. Si d'un côté, on fait des propositions, mais ceux qui sont appelés à recevoir toutes ces propositions ne pensent pas avancer dans le sens des évêques, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça peut coincer, c'est les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Oui, mais je peux l'entendre, monsieur l'abbé, sauf que, évidemment, nous avons suivi la fois dernière, après une déclaration de l'Église catholique, comment est-ce que le gouvernement est monté au créneau pour voilà, taper sur la table. On a même rappelé que l'Église devait s'occuper des âmes, ne pas voilà, s'ingérer dans la politique. Mais est-ce qu'il est vraiment il est interdit aux chrétiens de s'intéresser aux problèmes sociaux, à la politique? Bon, mais c'est pas interdit. Je crois qu'il faut préciser les choses. Évêques, prêtres, nous n'avons pas, euh, nous ne sommes pas, on peut dire, portés à gérer la question politique. En revanche, en tenant compte de la dimension prophétique, tout baptisé a la possibilité, vous voyez, de s'occuper et même de créer un parti politique et même une association politique. Ce qui laisse entendre que l'Évangile nous amène aujourd'hui, on peut dire, à travailler pour le bien commun, à travailler pour l'intérêt général, à travailler pour la dignité de l'homme et de la femme. Donc, je crois qu'il faut serrer les niveaux de compétences. Les prêtres, les évêques, ou toute la hiérarchie, nous ne sommes pas, on peut dire, appelés à faire de la politique, non. Mais si nous prenons la politique comme organisation de la cité, mais tout baptisé, tout chrétien est appelé, on peut dire, à jouer un rôle au niveau de la société. Et à ce titre, les baptisés et puis les prêtres que nous sommes baptisés, nous sommes appelés, on peut dire, à conjuguer ensemble, à mettre ensemble, à trouver, on peut dire, des orientations de manière à ce que notre pays euh, s'en trouve bien. Alors, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, revenons un peu sur la situation du Congo-Brazzaville. Je rappelais tout à l'heure, c'est quand même un pays très riche en ressources naturelles. On ne le rappellera jamais assez. Le pétrole, le gaz, nous produisons des minerais, nous vendons, voilà, du bois, nous avons la mer, nous avons les terres arables. Mais avec une population des plus pauvres de la planète, est-ce qu'on peut parler de la malédiction des ressources naturelles? Parce que qui dit ressources naturelles, mais on allait dire, ce sont là des opportunités de développement durable. Mais bizarrement, c'est que chez nous, au Congo, je dis bien, ces ressources, non seulement qu'elles ne profitent pas aux Congolais, mais aujourd'hui, on constate, et c'est ce que je disais d'ailleurs d'entrée de jeu, avec une population très pauvre dans un pays où les ressources sont exploitées. Est-ce qu'on peut parler d'une malédiction, finalement? Bon, la malédiction viendrait d'où? La question du Congo-Brazzaville ou la question de l'Afrique, c'est une question structurelle. Je m'explique. Le sous-sol est riche. Nous avons le potentiel nécessaire pour donner du travail à tout le monde et pour nourrir tout le monde, de sorte que chaque Congolais soit capable de manger 3 fois par jour. Cela est possible. Et ensuite, nous avons le potentiel nécessaire, la capacité, les possibilités d'envoyer le jeune Congolais ou la jeune Congolaise à l'école. Je prendrai encore un autre secteur. Avec tout ce que regorge notre sous-sol, on peut envoyer tout le monde à l'école et chacun peut trouver un médecin, chacun peut trouver un traitement s'il arrive que, voilà, on tombe malade. Alors, nous sommes arrivés à une situation, faut-il parler d'un chaos, d'une malédiction? Je ne prendrai pas les choses dans le sens de la malédiction. Mais qui peut nous maudire au Congo? Il n'y a personne. Personne ne pourrait nous maudire parce que nous avons le potentiel nécessaire pour pouvoir travailler de manière équitable et rationnelle, de sorte que nous ayons une gestion qui tienne la route. Nous avons des hommes intelligents, nous avons des femmes intelligentes. Il suffit simplement de rassembler toutes les compétences et ensuite de définir les règles de gestion de sorte que nous puissions avancer de manière rationnelle, de manière correcte. Nous avons aujourd'hui un défaut, on peut dire, de gouvernance. Et on peut même aller plus loin, dire que nous sommes, on peut dire, à l'ère de la défiance, on peut dire politique. On a du mal aujourd'hui à croire, on peut dire à l'avenir. L'avenir est quelque peu sombre parce que nous ne savons pas où est-ce qu'on va. Alors, il faut craindre qu'une révolution se mette en route. Ça, on peut anticiper les choses pour éviter la révolution.
Et Karl Marx le disait, il faut laisser les contradictions, on peut dire, mûrir. Quand elles atteindront le point culminant, plus personne n'arrêtera la révolution, elle se clattera d'elle-même. Et Marx avait vraiment bien défini les choses. Mais pour éviter, vous voyez, qu'on s'enlise, pour éviter qu'on entre dans une révolution qui n'a pas lieu d'être, je pense qu'on peut anticiper par un dialogue, on peut anticiper en travaillant, en cherchant, on peut dire, des règles de gestion, de manière à ce qu'on puisse protéger, on peut dire, le Congo. Là où on est arrivé, il faut quand même un temps d'arrêt, prendre le temps de s'arrêter, le temps de dialoguer, de manière à ce que on puisse interroger toutes les compétences à quelque niveau que ce soit, pour donner une nouvelle chance à notre pays, à notre nation, à notre patrie. Un si beau pays qui entre dans un chaos inexplicable et inexpliqué, on peut dire que ça fait mal au cœur de voir ce que nous vivons aujourd'hui. Nous Mais ne pourtant, méritons pas comme vous le ce dites, qui se passe aujourd'hui. oui, vous dites que, monsieur l'abbé, c'est écœurant de voir ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Pourtant, dans le même temps, sur une des plateformes de communication de la présidence, on pouvait bien lire, ils étaient en train de retorquer d'ailleurs contre la déclaration de Mathias Nzon, qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, ils ont carrément écrit, ils disent, sous Denis Sassou Nguesso, le Congo est devenu un Eldorado, il fait bon vivre, et puis voilà, c'est la paix, c'est voilà le Congo, Eldorado sous Denis Sassou Nguesso. Donc au moment où tout le monde est en train de constater qu'il y a crise profonde, non, au niveau de la présidence, on pense que les choses marchent. Donc, et c'est là où je pose souvent la question aux invités, est-ce que ce n'est pas je ne sais pas si les Congolais ou la population, la classe populaire, a la même perception de la crise que les gouvernants, où on est dans une société à double vitesse, c'est-à-dire il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de crise, tout va bien, tout marche, pendant que d'autres sont en train pourtant de vivre les effets de la crise. Bon, je comprends parfaitement, mon cher Christian, ce que vous dites, mais me vient à l'esprit la formule, on peut dire, proposée par Jean-Jacques Rousseau. Il invitait, on peut dire, les citoyens à passer de l'état naturel à l'état social, jusqu'à ce qu'il ait réussi à proposer l'intérêt général, le contrat social. Au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, il faut que nous ayons un autre contrat social au niveau du Congo-Brazzaville, ce qui laisse entendre que ceux qui sont en responsabilité prennent conscience de la situation actuelle, les amener à analyser les enjeux actuels, les difficultés actuelles, pour permettre à ceux qui sont en responsabilité de trouver les solutions. Voyez, quand on répond ou on accompagne un peuple, on accompagne des individus, il faut prendre les moyens nécessaires. Donc, celui qui a écrit, je ne sais pas dans quel contexte a-t-il écrit, mais nous ne sommes pas dans une idéologie. Nous sommes dans le vivre ensemble et chaque Congolais a droit à 3 repas par jour. Et le jeune Congolais ou la jeune Congolaise a le droit de partir à l'école. Le Congolais ou la Congolaise a le droit de rencontrer un médecin. Or, tous les secteurs aujourd'hui sont presque touchés. Il y a une certaine fragilisation, on peut dire, évidente, qui demande des solutions. Donc, on n'a pas, on peut dire, à se réveiller un matin, prendre sa plume et écrire au nom d'un peuple, au nom d'une nation, au nom d'une patrie, au nom d'un pays, pour présenter les choses comme si on était dans une idéologie. J'ai dit non. Donc, il faut qu'on fasse attention avec ce qu'on écrit, il faut qu'on fasse attention avec toutes les déclarations qui ne vont pas dans le sens de construire le tissu social. Parce que tel que les choses avancent, tel que c'est présenté, tel que le tableau se présente aujourd'hui, il faut craindre une révolution, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui n'a pas lieu d'être. On peut éviter toutes les formes de violence de sorte que le Congo soit préservé, le Congo soit protégé, que les Congolais vivent dans une certaine quiétude. Nous ne méritons pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc, on peut parler là, en fait, de mépris. C'est le mot qu'il faut. Peut-être qu'il est trop fort, mais bien, c'est le mot que moi j'ai trouvé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant que la population crie à la misère, à la souffrance, on peut dire que finalement, le Congo est devenu un Eldorado. Bon, bref, comme on l'a dit tout à l'heure, probablement qu'on n'a pas la même perception des choses. Mais ce qui est curieux, c'est que le gouvernement congolais parle d'un défaut de trésorerie
sont donnés, plus d'explications ou des détails. Et ma question, pourquoi est-ce que finalement on ne mettrait pas sur pied une commission, pourquoi pas, d'enquête indépendante qui pourrait mettre la lumière sur euh, les contrats, par exemple, pétroliers, miniers, gaziers, pourquoi pas, les contrats sur le bois. Pourquoi on ne mettrait pas sur pied une telle commission pour comprendre et rassurer les Congolais de ce qui se passe concrètement? Parce que finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a bien l'impression que, il y a une duperie quelque part. Bon, moi je trouve quand même que il faut avoir le courage d'auditer le Congo-Brazzaville, d'auditer tous les secteurs de gestion. C'est un travail difficile. Ceux qui ont fait finance, qui ont fait économie, comptabilité, savent qu'il y a des règles de gestion. Il faut de la clarté dans ce qui se fait, dans ce qui est géré, parce que c'est le bien commun. Mettre en route des mécanismes, on peut dire, de contrôle, là, ce n'est pas le potentiel qui manque, ce ne sont pas les intelligences qui manquent. Il faut une volonté politique pour amener les gens à mettre en route, on peut dire, les règles de gestion qui existent déjà. Mais alors, prendre le courage de se dire, nous nous sommes trompés, on peut dire, de chemin de route, et ensuite revoir notre manière de gérer, notre manière de composer avec toutes les instances. C'est un problème de, on peut dire, de vision politique, de projet de société. Si notre projet de société ne convient plus aux enjeux actuels, c'est le plus simple, c'est de revoir notre manière de travailler et fixer d'autres règles de gestion de manière à ce que le bien commun trouve sa véritable place et que l'intérêt général, on peut dire, nous aide à vivre autrement. Mais ça, c'est un travail, à mon sens, qui doit se faire. Mais il faut une volonté politique, un projet correct, fiable, qui nous amène, on peut dire, à l'intérêt général et au bien commun. Alors, vous parlez le bien commun, alors que lorsqu'on observe la gestion, évidemment, des affaires publiques au Congo-Brazzaville, on a bien l'impression qu'il y a là un gouvernement qui a fait du Congo, ben voilà, son bien privé, voilà. D'autres parlent même d'une épicerie familiale. Et dans le même sens, puisqu'on parle de bien commun, ici, Monsieur l'abbé, c'est que le gouvernement congolais qui parle de la crise, parce que ça a commencé, hein, on a suivi le Premier ministre au Sénat en train de déclarer que, bon, voilà, il y avait défaut de trésorerie, il n'y a plus rien. Et très curieusement, lorsqu'ils ont présenté le projet de loi des finances 2025, il y a quand même des choses qui ont attiré notre attention. Ce qu'on a constaté, juste le temps de retrouver, c'est que voilà, les budgets, notamment au ministère, d'abord à la primature, ont été presque quasiment doublés, sinon plus. Ici, je vois par exemple sur le tableau primature, la primature qui était à 10 milliards est passée à 25 milliards. Vous avez aussi le ministère de la Défense qui était à 111 milliards, qui est passé à 131 milliards. Vous avez la communication, donc le porte-parole du gouvernement. Ici, c'était donc en 2024 courant 2024, là, c'est 11 milliards. En 2025, ce sera 23 milliards. Les affaires foncières, pareil, ça a augmenté. Ainsi de suite. Donc, on a des ministères comme ça, mais lorsqu'on essaie d'analyser, on a bien l'impression qu'on a privilégié des ministères qui vont jouer un rôle aux élections présidentielles de 2026. Et au niveau, sur le plan social, on n'a quasiment pas bougé. C'est là où je posais la question de savoir, est-ce que réellement c'est une crise naturelle ou sciemment créée pour des fins politiques? Bon, mon propos, ma réponse va s'appuyer sur quelque chose de fiable, de pragmatique. Ceux qui ont lu le numéro Jeune Afrique, je crois, de septembre, ils ont dû, on peut dire, découvrir un article qui a là-dedans. Le journaliste qui pose la question, les questions, sait à qui il les pose et quelles sont les réponses qui sont proposées. Je pointerai trois choses. Semble-t-il que la crise du Congo s'explique à travers trois causes.
La première cause serait, c'est ce que j'ai lu, serait cette histoire de Covid qui a plombé le monde et le pays dans une situation chaotique. La deuxième cause, c'est le prix du baril. Et puis, Oui, mais si pardon, vous allez au-delà, continuer, Monsieur l'abbé, mais lorsque vous parlez de Covid, nous savons que dans la même période, il y a eu vol de 25 milliards de francs CFA sur la ligne de dépenses de Covid, donc on ne peut pas nous dire que ça vient de là. Et puis le bon, Covid était en fait subventionné financièrement par la communauté internationale. bon, je comprends bien, mais la troisième cause, pour terminer mon propos, Je vous c'est en prie. un peu les contrats. Donc, au regard de ces trois causes, il y a de quoi se demander, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, quand on essaie de suivre le prix du baril au jour le jour, on se dit que le Congo ne peut pas arriver là où on est arrivé. Les raisons sont, on peut dire, claires. Peut-être que c'est un défaut de trésorerie, c'est un défaut de gestion, mais on ne peut pas expliquer. Nous sommes face à plusieurs enjeux. Il faut trouver des solutions pour le Congo et pour les Congolais. Nous en sommes là. Des solutions, en Donc, faisant quoi, Monsieur l'abbé? Parce que c'est ça la question, certainement, elle est récurrente. En faisant quoi concrètement? bon, de manière concrète, d'abord, vous savez, à mon sens, il faut trouver un temps de transition. Prendre le temps de s'arrêter. Une transition, voilà, qui peut aller d'un an à 2 ans, de manière à ce que le gouvernement qui sera mis en place réfléchisse autour, prendre le temps de réfléchir sur fixer, on peut dire, les règles de gestion. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, il faut absolument passer par un dialogue. Il faut vraiment que les Congolais parlent. Parce que, Alors donc vous êtes là dans la logique de ce que l'ancien ministre congolais des Finances, Mathias Nzon, a proposé. Il propose donc un dialogue inclusif, un dialogue politique, je crois, inclusif, et qui dit inclusif, probablement que l'Église aussi doit prendre part. Ensuite, une transition apaisée ou non conflictuelle, comme il a dit. moi, je ne partirai pas sur un dialogue politique. Moi, j'appellerais ça un dialogue social. Parce que Dialogue si on part social. sur simplement la dimension politique, on risque d'exclure d'autres composantes qui sont, on peut dire, appelées à jouer leur rôle au niveau du Congo. La transition, il faut absolument dialoguer, bien sûr, un dialogue inclusif, mais aussi qui peut nous amener à une transition d'un an, voire 2 ans, pour permettre, on peut dire, à ceux qui seront en responsabilité de proposer des règles de gestion, de sorte que nous puissions sortir de ce chaos-là. Donc, Oui, je mais crois qu'au regard. quelle analyse faites-vous, Monsieur l'abbé, de toutes les autres transitions, dialogues, tous les autres dialogues qui ont eu lieu au Congo-Brazzaville, parce que oh, il y en a quand même eu, et à la fin, et d'ailleurs, il faut parler même de la conférence nationale qui a eu lieu au Congo-Brazzaville, mais on a bien vu que ça n'a rien réglé du tout. Est-ce qu'il faut repartir au dialogue avec, bien sûr, ceux qui sont actuellement aux manettes? Quelqu'un dirait qu'on ne règle pas le problème avec ceux qui l'ont créé. Ben, la conférence nationale souveraine, moi j'ai essayé d'analyser cette conférence. Je suis même allé plus loin sur la conférence de la Baule. Donc j'ai peu analysé la conférence de la Baule, la conférence nationale souveraine, pour comprendre exactement l'orientation du Congo. Mais on ne peut pas s'arrêter sur une seule expérience. Même la science, ceux qui ont réfléchi avant nous, disent que la science évolue par essai et erreur. Si vous ne commencez pas quelque chose, vous n'arrivez pas, on peut dire, à définir c'est le cadre, on peut dire, de travail, vous ne pouvez pas faire éclore, on peut dire, une situation ou alors un rêve. Nous ne sommes pas dans un imaginaire. Donc la situation du Congo, ce n'est pas une idéologie, nous ne sommes pas dans un imaginaire, c'est une situation préoccupante, aussi bien pour l'Église que tous ceux et toutes celles qui sont en responsabilité. Cette situation concerne tout le monde. Il y a une situation difficile, il faut trouver, on peut dire, les raisons de cette crise et aussi apporter des amorces de solutions. On en est Oui, là. mais Donc, comment vous entendez ce dialogue? Comment vous l'entendez? C'est-à-dire un dialogue convoqué par le gouvernement congolais comme d'habitude, et puis les autres viendront ce soir pour probablement valider, ou ça se passe comment concrètement? mais concrètement, nous avons des Avec des départements. préalables? Nous avons on peut trouver, on peut dire
comment on appelle, les éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Il faut trouver une équipe qui travaille, qui prépare ce dialogue. Il faut avoir un document de travail qui oriente tout le monde. Et une fois que nous avons, on peut dire, le document travail, on pointerait la question de l'économie, la question de la sécurité, la question de la santé, la question de l'éducation. Eh bien, un document, on peut dire, qui donne une certaine plage, on peut dire, de réflexion. Et à partir de ce document, eh bien, au niveau des départements, on peut convoquer des mini-congrès, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, de sorte que toutes les composantes se retrouvent dans chaque département pour réfléchir sur la situation du Congo et faire des propositions. Et au niveau national, ce noyau de réflexion pourrait rassembler toutes les propositions pour sortir un document, on peut dire final, et puis qui oriente la transition. Il n'y a rien à faire. On pourrait donc parler d'un dialogue, j'allais dire, indépendant et souverain, c'est ça. Mais il faut permettre les gens de parler correctement. La souveraineté, si elle appartient au peuple, au regard de ceux qui ont réfléchi avant nous, pourquoi dans chaque département, les gens ne pouvaient pas, on peut dire, se retrouver pour étudier la question du Congo, quels sont les enjeux, quels sont les problèmes, et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Et lorsque vous dites transition, je vous posais la question tout à l'heure, finalement, vous êtes sur la ligne de l'ancien ministre des Finances, Mathias Nzon. Lorsque vous parlez de transition, la transition avec qui toujours Denis Sassou Nguesso président, c'est ça? Bon, je crois il faut clarifier deux ou trois choses, hein. Moi, partirais sur deux ou trois scénarios. Le premier scénario, c'est d'abord analyser la situation actuelle, parce que ça, c'est une urgence pour tous les Congolais. Réfléchir sur cette situation, l'analyser, trouver les enjeux et donner des orientations. Première chose. Deuxième chose, nous avons une 2026 qui arrive, les élections présidentielles de 2026. Or, 2025-2026, c'est pas loin. Donc, on ne peut pas se dire qu'en 2 ans, qu'on puisse vraiment réussir à circonscrire tout le problème et apporter toutes les solutions nécessaires. Voilà. Donc, je crois que la mission de cette équipe appelée à assurer une transition, si on peut l'avoir, pourrait préparer le Congo à entrer aux élections présidentielles, aux élections législatives, sénatoriales. Donc, il y a plusieurs enjeux qui arrivent, mais si on n'anticipe pas, on ne pourra pas, on peut dire se définir, on ne pourra pas se défendre. Monsieur l'abbé, on va revenir un peu et puis on passera à d'autres volets sur, bien sûr, la crise qui sévit au Congo-Brazzaville. Vous vous rappelez, du 31 janvier au 3 février 2023, le pape François a effectué une visite en RDC où il déclarait aux puissances impérialistes de retirer leurs mains de l'Afrique. Il disait d'ailleurs, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Dans le cas de ce qui se passe au Congo, est-ce que c'est transposable? Si oui, comment est-ce que l'Église devrait matérialiser cet appel? Ah bon, vous savez, le monde aujourd'hui, Christian, s'explique à travers deux blocs. Le premier bloc, c'est le souverainisme et le deuxième bloc, c'est le mondialisme. Au regard de ces deux blocs, il y a, on peut dire, les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique. Ces élections vont venir chambouler les deux blocs. Euh, Aborder les choses dans le sens du Saint-Père, le pape François, sa réflexion est vraiment excellente. Mais avec le recul, si vous voyez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, l'implication du Rwanda, ou cette forme, on peut dire, de méchanceté qui ne s'explique pas, qui n'a pas lieu d'être, vous pouvez comprendre par vous-même qu'il est difficile que les pays du Nord, ou encore moins ceux qui sont plus loin, puissent, on peut dire, abandonner l'Afrique. Je ne vois pas. Parce que au regard de ces deux blocs que je viens de cibler tout à l'heure, eh bien, toutes comme on appelle, ces formes de démocratie à l'américaine ou à l'occidentale
se tourne vers l'Afrique, mais aussi dans l'exploitation de notre sous-sol. Ce Oui, mais qui laisse évidemment, voilà entendre pourquoi moi je prenais cette image, mais en miniature, on peut aussi transposer cela au Congo-Brazzaville. Il y a, et ça, ça n'engage que moi, j'ai l'impression qu'il y a un régime prédateur qui est venu s'installer pour tout piller, ça n'engage que moi, et voilà, condamner finalement la population congolaise à la misère, à la souffrance, et c'est ce qui se fait aussi en RDC avec les grandes puissances, bien entendu, comme vous avez expliqué, qui viennent se ressourcer tout en condamnant voilà, la population congolaise, la RDC à la misère, à la souffrance, à la mort. Au Congo, c'est ce que nous vivons parce que rien ne peut justifier, tout à l'heure nous l'avons dit, qu'un pays qui produit du pétrole, du bois, des minerais, nous avons les terres arabes, nous avons le port en eau profonde, nous avons la mer, pour 6 millions d'habitants, qu'on se retrouve dans cette situation où le trésor public est vide. Il faut bien des explications, non? Pour comprendre cela. bon, je dirais ceci, hein. Vous conviendrez avec moi que le Congo, je prends juste le cas de notre pays, le Congo a toujours fonctionné, on peut dire sous forme de contrat, entre, on peut dire, qui lierait les pays du Nord et les pays du Sud, en l'occurrence spécialement le Congo-Brazzaville. Une fois que vous vous installez, on peut dire, dans toute forme de contrat, vous êtes appelé à respecter les termes du contrat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Voyez, concrètement? Est-ce euh, qu'on peut être un peu plus explicite? mais de manière explicite, notre sous-sol est quand même exploité par l'Occident, par les pays du Nord. Et à la base, quels sont les contrats qui ont été signés avec quels termes? Si on veut dénoncer les termes du contrat, ça demande, on peut dire, un sursaut. Ça demande du courage. Ça demande à ce qu'on puisse donner au Congo une nouvelle forme de gouverner, une nouvelle forme de gouvernance, de sorte que le Congo tire profit de son sous-sol. Or, aujourd'hui, je ne vois pas les pays du Nord qui sont attachés au Congo-Brazzaville nous laisser les mains libres. Moi, je ne vois pas, je ne peux pas, je ne vois pas comment ça peut arriver. Il faut vraiment un sursaut, ce qui Mais laisse en entendre sursaut, que, finalement, le Congo est doublement exploité, c'est ce qu'il faut dire. Si déjà les pays, voilà, j'allais dire, les puissances impérialistes se servent, à côté, il y a également un autre régime qui vient s'installer, ce même régime aussi qui se sert, pour que finalement rien ne revienne à la population. Voilà pourquoi je disais, que peut faire, par exemple, comment l'Église catholique pourrait-elle traduire la préoccupation du pape François, par exemple, au Congo-Brazzaville? Nous vivons la même chose, textuellement la même chose. bon, prendre, s'appuyer sur la proposition du Saint-Père, donc le pape François, replacer dans le contexte qui est le nôtre, Oui, il faut pour dire que demander le à pape, ce régime de lever, bien sûr, euh, sa main, bien sûr, comme on a dû retirer sa main. bon, l'Église catholique, je peux dire par la hiérarchie, a fait des propositions, continue à faire des propositions. Mais la gestion du pétrole du sous-sol, c'est une autre question, parce que euh, les actes du Concile nous rappellent à juste titre que l'Église est dans le monde sans être du monde. Donc, il y a, on peut dire, à serrer les niveaux des compétences. Oui, L'Église mais monsieur apporte, l'abbé, est-ce que cela vous empêche de poser la question, comme disait d'ailleurs Saint-Exupéry? Oui, quand les pauvres arrivent, qu'on jette des pauvres, m'acclame. Mais lorsque je pose la question de savoir pourquoi sont-ils pauvres, à ce moment-là, on me retorque, ben voilà, ce n'est pas mon problème, je ne dois pas m'ingérer dans ces affaires. L'Église a un bon, mot à dire dans tous les cas. mais bien sûr, au regard de de la dimension prophétique, l'Église a quelque chose à dire, nous avons quelque chose à dire. Mais je crois que dans les textes de l'Église, il n'y a aucun endroit où on nous autorise à un prêtre de faire de la politique. Si nous faisons la politique, nous considérons la politique comme l'organisation de la cité, en ce moment-là, au niveau, on peut dire, dans la dimension prophétique, nous avons quelque chose à apporter. Mais le gisement plutôt la gestion de notre sous-sol, le bois, mais
il y a des compétences, il y a des services, il y a des personnes, il y a des organisations et des organes, on peut dire, de gestion, qui ont reçu mandat, on peut dire, de la société civile, du peuple, et puis qui sont appelés, on peut dire, à gérer, à bien gérer, on peut dire, la chose publique, de sorte que chacun ait le minimum vital pour organiser sa vie, son quotidien. Mais monsieur l'abbé Étienne Bakissi, vous vous souvenez, hein, dans les années 2018, je pense par là, l'Église catholique, la RDC, est passée au devant de la scène pour défendre la constitution de la RDC. Vous vous souvenez? Est-ce qu'on peut penser qu'elle était allée outre sa mission? Je ne pourrais pas dire ça, mais la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, les deux pays n'ont pas la même histoire. Même si, on peut dire au niveau ethnique, au niveau linguistique, il y a des rapprochements, mais je pense pas que nous ayons la même histoire. C'est comme dans une famille, chacun a son odyssée, chacun a son histoire. Mais nous n'avons pas tous, entre guillemets, les mêmes compétences. Ou alors, les problèmes ne se posent pas de la même manière. Donc, il y a un travail, il faut louer les efforts de nos amis de la République démocratique du Congo, mais il faut aussi louer les efforts, on peut dire, du Congo-Brazzaville. Nous avons eu une conférence nationale, c'était la plus longue et la plus coûteuse, mais au regard des résultats, ce que nous avons réussi au Congo-Brazzaville en 90-91, d'autres pays n'ont pas réussi comme nous l'avons fait. Mais la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas pu, on peut dire, toutes les règles ou les orientations de la Conférence nationale souveraine n'ont pas été respectées. On serait loin et très loin. Alors, vous êtes Dommage. en train de nous Bon, dire que à chaque pays, ses réalités. C'est bien ce que je vais retenir là. c'est cela, oui. Merci. Passons donc cette fois-ci au retour en force des Républicains à la Maison-Blanche. Donald Trump, vous le savez, c'est désormais officiel, hein, vainqueur de la présidentielle américaine face à Kamala Harris. Aux élections du 4, c'était oui, bien sûr, le 4 novembre dernier. Alors, il convient de rappeler ici que la campagne de Donald Trump a été marquée par deux tentatives d'assassinat. La première, d'ailleurs, qui lui a percé l'oreille, une balle a percé son oreille, et il a déclaré que c'est grâce à Dieu qu'il a survécu. Comment vous avez perçu ce message, vous les religieux? Bon, disons, je ne peux pas expliquer le scénario comme tel parce que euh, on a autorisé le port d'armes aux États-Unis. Oui. Chacun peut se dire, ben, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il faut craindre que ceux qui ont autorisé cette disposition juridique, je ne sais pas si le législateur avait raison de réfléchir de cette manière. Parce que quand vous Oui, mais créez moi, une je voudrais situation, rester un peu sur l'aspect où il échappe à une tentative, mais de justesse, parce que finalement, s'il n'avait pas haussé, disons, sa tête, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de Donald Trump. Et il dit, c'est grâce à Dieu. bon, s'il croit en Dieu, moi, je respecte, on peut dire, sa foi. S'il pense que à partir de la difficulté qu'il a rencontrée, il y a un Dieu qui l'a aidé, eh ben, moi, je peux aussi prier pour lui et puis je suis content pour lui qu'il ait réalisé qu'il y a un Dieu qui existe. Pour moi, je vais pas dire ma plus grande consolation, mais c'est une joie pour moi de savoir que il croit en un Dieu. Très bien. Il croit en un Dieu, mais aussi, il pense qu'il faut respecter les libertés religieuses. Et il faut les conserver. En fait, il est un peu allé, j'allais dire, à l'encontre de la promotion de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'orientation sexuelle LGBT+. Je crois que c'est la ligne que défend l'Église, à ce que je sache. Bon, dans tous les cas, l'Église est pour la promotion humaine. L'Église est pour le respect de la femme et de l'homme. Ça, on peut dire, c'est une évidence. Si on s'appuie sur la doctrine sociale de l'Église, on s'appuie sur la tradition, sur le magistère, on peut prendre les choses, on peut dire, sous cet angle. Le respect de la personne humaine, ça, c'est une évidence.
C'est même une disposition, on peut dire, elle peut être morale, sociale, anthropologique, sociologique, et je suis d'accord avec ça. Bon, maintenant, ce qui a amené le président Trump au pouvoir, ça c'est, il y a plusieurs lectures, on peut dire, à faire là-dessus. Oui, il y a plusieurs lectures, mais bon, je vais un peu m'intéresser aussi à la réaction, hein. J'ai suivi Monseigneur Manamika qui était interviewé par Séverin Sen, je pense, et sur la question où il disait, ben voilà, il est totalement opposé à la promotion, évidemment, de l'orientation sexuelle telle que présentée pour soi-disant commencer à bénir les. Vous avez compris de quoi je parle, nous sommes à la Oui. télé, voilà. Donc, mais, alors que le pape François avait demandé que cela soit fait, c'est-à-dire qu'on bénisse finalement. Bon, le problème, il faut clarifier parce que c'est très très glissant ce terrain-là. J'ai cru comprendre que dans la déclaration de l'archevêque de Brazzaville et dans la déclaration du pape, on n'était pas, on peut dire, parti pour bénir deux êtres, deux individus de même Le même sexe. texte. Oui. Moi, je ne le ferai pas. En revanche, dans Vous ne le l'accompagnement ferez pas spirituel, par vos propres convictions ou bien parce que vous faites partie d'une voilà, d'une congrégation, j'allais dire, ou voilà, d'un groupe ou bon, moi, d'une église. je suis homme d'église, je suis régi par une hiérarchie qui a donné une orientation. Mais au regard de ce que j'ai reçu, on peut dire comme enseignement, je prends le livre de la Genèse, je peux aussi regarder un peu avec Saint Paul, la lettre aux Éphésiens, on découvre que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Ça, il n'y a rien à faire, c'est la révélation, ce sont les Écritures. Moi, je m'appuie sur ça. Maintenant, si aujourd'hui, on vient me présenter une autre configuration, une autre manière d'interpréter, on peut dire les Écritures ou la révélation, je peux me poser des questions. Mais en revanche, accueillir un homosexuel pour un accompagnement, pour des échanges, ça, je peux le faire. Mais venir en couple, deux personnes de même sexe, sollicitant une bénédiction, oh, je ne pense pas le faire. Je ne sais pas qui peut me contraindre à faire un tel travail. Je ne ferai pas un tel travail. Il n'y a rien à faire. Alors, quel pourrait être finalement l'impact géopolitique de, j'allais dire, l'élection de Donald Trump, le retour, j'allais dire, en force de Donald Trump à la Maison-Blanche? Quel pourrait être l'impact géopolitique en Afrique? Bon, je crois qu'il y a, à mon sens, il y a trois scénarios. Le premier scénario, si on réfléchit bien avec le recul, les élections des États-Unis d'Amérique s'appuient sur une identité politique. Je m'explique. Ce qui était premier pour certains Américains, c'est le business, c'est le commerce, sont les finances. C'est-à-dire que le quotidien de l'Américain soit amélioré, soit respecté. C'est d'abord ça la question première. Ce qui m'amène à dire que le retour ou l'élection ou les élections présidentielles nous oriente vers ce qu'on appelle la guerre commerciale. Ce qui laisse entendre que celui qui a été élu, c'est un businessman. Pour lui, ce qui est premier, c'est d'abord la finance, c'est d'abord l'argent, c'est d'abord le quotidien des Américains. Et j'ai la certitude qu'il va, je ne veux pas dire bloquer les frontières, mais il va faire de sorte que on mange américain, on consomme américain, on respire américain. D'abord ça. C'est ce que j'entends, ce que j'appelle l'identité, on peut dire politique. Au regard de cela, ces élections vont faire éclater le monde aujourd'hui. Admettons qu'il décide de retirer son pays de l'OTAN, que va devenir l'Europe? Parce que l'Europe n'aura pas, on peut dire, les financements nécessaires pour investir dans toutes les formes de guerre qu'on a mis en place.
Donc, du coup, on est, je ne veux pas dire dans une situation, je ne veux pas dire conflictuelle, mais attendons, on peut dire, les orientations que celui qui a été élu, quelles sont les orientations qu'il va donner pour son pays. Et aujourd'hui, tout le monde a peur, non seulement au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de l'Europe. Admettons qu'ils s'inscrivent dans une identité politique, une identité locale et anthropologique, il faut craindre qu'il y ait un basculement au niveau mondial. Le Et nous, basculement, dans quel sens, par exemple, au niveau commercial, au au niveau niveau commercial? politique, au niveau anthropologique. Parce que ce qu'il a commencé à mettre en route, ça c'est un peu, j'ai essayé de lire son projet de société, et il pointe la question de l'immigration. Donc, on ne peut entrer sur le territoire, on ne peut entrer aux États-Unis que celui qui est attendu, celui qui a un rôle à jouer. Mais pas inversement. Les pays du Nord ou les États-Unis ou les autres ou les pays peuvent, les citoyens peuvent partir en Afrique chez nous sans problème. C'est pas l'immigration. L'immigration n'existe que quand on quitte l'Afrique vers les pays du Nord. Et ça, c'est un problème à définir, à redéfinir. Mais est-ce que vous êtes aussi en train de dire que, bon, puisque lui, ce sont les affaires qui comptent, c'est l'argent, comme on a dit, ça veut dire que disons, les régimes totalitaires en Afrique vont s'en délecter parce que finalement, ils pourront tout mettre en œuvre pour, voilà, satisfaire cet aspect côté finance affaires pour demeurer finalement au pouvoir. Et que tout ce qui est démocratie, liberté, droits de l'homme, voilà. Ce n'est pas, on peut pas du tout espérer de ce côté. Écoutez, Christian, je voudrais vous répondre par une petite figure. Regardez un peu la Chine. Peut-on dire qu'il y a les droits de l'homme dans ce pays? On peut se poser des questions. Mais ça n'empêche pas aux États, on peut dire, occidentaux ou d'Afrique, de s'orienter vers la Chine. Ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est le fric, c'est l'argent, c'est l'économie. Et aujourd'hui, la Chine, c'est une grande puissance économique. Pourtant, quand on regarde les droits de l'homme, quand on regarde le respect de la femme et de l'homme, il y a de quoi se poser des questions. Mais ce qui compte pour les gens aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'entreprises, autant d'individus, autant de personnes, autant de groupes qui travaillent avec la Chine? Donc la question des droits de l'homme, est-ce que c'est une question qui intéresse, on peut dire, l'humanité? Il y a de quoi se poser des questions. Pourtant, c'est une puissance économique. On peut se dire qu'on ne pouvait pas fréquenter ce pays. Mais ce pays est fréquentable au regard de son potentiel économique. Voilà. Donc, pour faire le lien entre l'Afrique et les pays du Nord, l'Afrique et puis les États-Unis, moi, je crois qu'au regard de notre sous-sol, je ne vois pas ces pays du Nord ou les États-Unis quitter l'Afrique. C'est pas possible. Vous voyez la question du Rwanda aujourd'hui. Donc, qui peut fréquenter le Rwanda aujourd'hui au regard des actes qui sont posés? Mais les gens passent par le Rwanda sans se poser les questions s'il y a les droits de l'homme dans ce pays. Et regarde un peu l'Est de la République démocratique du Congo, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, on va peut-être, par rapport au temps, bien entendu, terminer par le Niger, membre donc de l'Alliance des pays du Sahel, où le général Abdourahmane Tiani a réitéré ses accusations envers la France, qui aurait, selon lui, bien sûr, tenté de le renverser. Paris allié, mais s'inquiète en coulisses de certaines données publiées par Niamey. Celles-ci pourraient provenir de fuites au sein des services de renseignement, a rapporté le quotidien Jeune Afrique dans sa publication du 6 novembre, donc avant-hier 2024. Donc, une manière en fait d'avouer les faits, même si Paris a nié. Alors, ma question, c'est plutôt de savoir pourquoi cette obstination de la France à vouloir absolument, coûte que coûte, contrôler Niamey, disons le Niger, qui pourtant est un Bon, pays souverain et indépendant. moi, je prendrais les choses autrement, Christian. L'Alliance des États du Sahel, il faut se reporter un peu à l'histoire de la sous-région. Il y a ce qu'on appelle la question des milices que j'ai personnellement étudié, les groupes armés que j'ai étudié quand je préparais ma thèse de doctorat.
j'ai fini par comprendre que il y a des connexions sociologiques, anthropologiques, identitaires qui nous amènent à se dire que toutes les oppositions qu'on appelle binaires, qui traversent les pays du Sahel, nous amènent à se poser encore plusieurs questions. Qui est derrière, on peut dire, ces bandes armées, ces milices? Qui est amené à déstabiliser la sous-région du Sahel? Pour quelles raisons? Il y a sur quoi se poser des questions. Mais n'oublions pas que chaque société fabrique ses monstres. Il n'y a rien à faire. Au prix de l'argent, au prix des sacrifices, au prix de l'identité, soit anthropologique, soit sociologique. Ce qui m'amène à se dire que aujourd'hui, l'Afrique, on peut dire, est prisonnière de ce qu'elle a créé. C'est C'est-à-dire l'Afrique que qui a créé ou c'est les autres qui ont créé cela en Afrique? mais si on a ouvert les portes, nous avons accepté, on peut dire, toutes les formes d'organisation qu'on a Vous êtes en cru train meilleures de autrefois. blâmer nos aïeux alors? On ne peut pas les blâmer, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui amène les États du Sahel à revoir toutes les formes de contrat. Il y a une identité, une conscience patriotique qui se met en place, une identité politique qui se met en place. Et maintenant, à quel prix? Bon, il n'y a que Dieu qui nous le dira. Il n'y a que Dieu qui nous le dira. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'heure et donc on ne va plus aborder les autres questions. On va s'arrêter à ce niveau, Monsieur l'abbé. Étienne Bakissi, je vais vous laisser les quelques secondes qui restent pour évidemment conclure un mot de la fin et ça sera évidemment la fin de cette émission. Bon, disons que la fin, moi, je pointerai deux ou trois défis. Euh, le premier défi, c'est l'identité de la communication. Que les médias, la presse écrite, la presse parlée, que toutes les composantes disent la vérité. Et le premier ennemi de la démocratie, c'est la vérité. Qu'on présente les vrais enjeux aux Africains, aux Congolais, pour permettre à tout individu d'entrer dans la vérité, de comprendre les enjeux actuels. Le deuxième défi, c'est le respect des institutions, le respect des personnes, ce qui m'amène à l'intérêt général, au bien commun. Le troisième défi, c'est la bonne gouvernance au niveau de l'Afrique et au niveau du Congo. Nous sommes arrivés presque face à un chaos, mais qui demande à être analysé, mais aussi qui suscite à nous le désir de construire quelque chose de bien et de beau, par le biais de la démocratie, bien sûr, par le biais des droits de l'homme, bien sûr, mais aussi par le biais de toutes les traditions qui ont aidé, on peut dire, nos sociétés à se construire et à se reconstruire. Au regard de ces trois défis, je crois que le travail est à faire, est à parfaire, de sorte que tout Africain, de sorte que le Congolais ou la Congolaise trouve les raisons d'exister et les raisons de vivre. Encore une fois, je citerai Seydou Badian pour terminer. La véritable tradition dans les grandes choses n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en ferait d'autres en d'autres temps. Voilà, je pourrais me résumer de cette manière. Merci Christian pour le travail que vous faites. Félicitations et bon courage. Merci, Monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Je rappelle que vous êtes vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, spécialiste en gestion des conflits et relations internationales, écrivain prolifique. Grand merci d'avoir disposé de tout ce temps, d'avoir été vraiment disponible pour nous. Nous vous remercions pour cela, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Merci Christian. Je vous en prie, mesdames, messieurs. Merci. Bye bye.
C'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à Au très revoir. bientôt. Merci. Merci.